Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S1007 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 1er mai 2025. Cette émission vous est présentée cette semaine par Panajou, la maison de la photographie. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser aux objectifs à très grande ouverture, les fameux bokeh master qui font tant rêver les photographes et les vidéastes. Nous sommes toujours avec le photographe Jérôme Meunier et Sylvain Pérez de Panajou. Quand on pense à des bokeh masters, on pense à des ouvertures maximales extrêmes bien au-delà du f2.8, f2, f1.8, f1.4, f1.2, voire même f0.95. Ces ouvertures de rêve sont souvent exclusivement réservées à des objectifs d'exception, des focales fixes ultra haut de gamme chez les constructeurs, mais on commence aussi à en voir arriver sur des zooms. Si on remonte sur les 2 dernières années, on peut par exemple lister les nouveaux objectifs suivants. La série de focales fixes L f1.4 de chez Canon, les VCM avec les 20, 24, 35 et 50 mm. Le Canon RF 135 mm f1.8, toujours en série L, taillé pour le portrait. Chez Nikon, on a le Nikkor Z 35 mm f1.2 en série S, ou encore le Plena 135 mm f1.8, ou encore même un 85 mm f1.2. Chez Sony, on a vu arriver la seconde génération du 85 mm 1.4 G Master. On a l'ultra lumineuse 50 mm f1.2 DGDN Art chez Sigma, et même les super grands angles 14 et 15 mm f1.4 en série Art également chez Sigma. On peut évoquer le 35 mm f1.2 Lab qu'on vous a présenté dans le Flash Actu, et même du coup le 135 f1.8 Lab, tous deux chez Viltrox. Et au niveau des zooms, ça bouge aussi. Le 50-150 f2 G Master de chez Sony, présenté dans le Flash Actu. Le 28-70 mm f2 G Master chez Sony également. Et l'incroyable Sigma 28-45 mm f1.8 constant des GDN Art. Alors en guise d'ouverture et sans mauvais jeu de mots de cette discussion, on vous propose d'écouter le témoignage du photographe Ghislain Simard, grand spécialiste de la photo de macro et adepte des ultra grandes ouvertures. Les objectifs à très grande ouverture ont en fait une écriture graphique bien spécifique et ce que je cherche avec ces optiques-là, dans ma pratique, un peu je dirais non conventionnelle de la proxy photo, hein, parce que, ma spécialité c'est de photographier, les insectes en plein vol, c'est de pouvoir, offrir des cadrages, très larges sur l'univers dans lequel mes petits sujets évoluent, de manière à montrer aussi bien leur environnement que leur, acrobatie aérienne. Mais pour, cadrer large, souvent on a besoin d'estomper les arrière-plans. Donc les grandes ouvertures permettent, effectivement de le faire sans problème, mais également de magnifier le rendu global de l'image et de proposer des images, souvent inédites, mais particulièrement graphiques et souvent avec un petit caractère poétique, qui me plaît beaucoup. En fait, il faut pas regarder l'ouverture toute seule. En fait, c'est la combinaison de l'ouverture maximale de l'objectif et de sa focale qui va créer le rendu. Donc sur une focale, je reste standard proche de 50 millimètres, faut viser du f1.2 et vous savez même que moi je vais plus loin parce que j'utilise le fameux Noct Nikkor qui ouvre à 0,95, hein, pour les focales standards. Pour les courter l'objectif, moi je suis aussi un fan d'une optique qui existe maintenant dans de nombreuses gammes. Donc j'utilise beaucoup le 135 millimètres f1.8 Plena qui est un excellent compromis entre, petit téléobjectif et très grande ouverture. Et puis plus on va monter dans les hautes focales, plus il faut, accepter que le diaphragme soit un un peu plus fermé. Donc il y a aussi une optique que j'adore beaucoup et qui est au-delà de f2, qui ouvre à 2.8, mais c'est le 400-2.8 qui est aussi, est un objectif qu'on peut considérer objectif à très grande ouverture et qui procure une écriture, une écriture graphique vraiment fantastique dans le domaine des longues focales. En ce moment, j'ai un nouveau projet qui me conduit à photographier, les libellules, en vol et ces insectes-là volant au-dessus de l'eau, je suis obligé d'utiliser un téléobjectif pour, conserver une distance de travail, confortable et adaptée au fait que, mon appareil va rester au bord de l'eau alors que mon sujet est au-dessus de l'eau et pour utiliser, une optique, qui a vraiment un rendu bokeh, exceptionnel, et j'ai eu la possibilité d'utiliser un 300 millimètres f2
pas f2.8, hein, qui est déjà une optique exceptionnelle, mais je parle bien d'un 300 millimètres f2, qui est une optique que Nikon avait, conçue pour les jeux olympiques de 1984 à Los Angeles. Donc, c'est une optique qui a plus de 40 ans. Mais, cette association, j'en parlais tout à l'heure, de la focale, 300 millimètres avec l'ouverture exceptionnelle de f2, produit des rendus d'image absolument exceptionnels. Bon, c'est toujours évidemment un plaisir d'entendre Ghislain, qui est extrêmement inspirant. Et puis, pour ceux qui n'ont pas la chance de déjà connaître son travail, allez voir ces images. C'est tout simplement délirant ce qu'il arrive à faire en proxy et en macro-photographie. Alors, quand on pense objectif à très grande ouverture, le premier intérêt qui nous vient en tête, c'est naturellement la possibilité de réaliser des effets de profondeur de champ ultra marqués. Jérôme, est-ce que tu peux prendre ta casquette de professeur de photographie et essayer de nous expliquer ce qu'est la profondeur de champ et en quoi l'ouverture de l'objectif a un impact sur sa taille et donc sur le bokeh d'une image? Alors, plus on a plein d'ouvertures, plus le sujet qui va être au premier plan va se détacher de l'arrière-plan, qui va créer un effet un peu 3D dans la photo, en fait. Moi, c'est ce que je recherche dans les grandes ouvertures, c'est cet effet 3D où on va isoler la personne dans son contexte, mais avec des flous derrière, du bokeh, du crémeux. Enfin, ça va raconter une autre histoire sur la photo, tout en ayant un mouvement d'une personne ou d'un objet, ou peu importe, en premier plan. Donc, on recrée une histoire dans l'histoire, en fait. Et c'est ça qui est génial avec les grandes ouvertures, c'est que même en pleine journée, avec les capteurs numériques, maintenant, on peut descendre les vitesses au maximum. On peut jouer aussi avec les molettes pour régler, pour avoir moins de luminosité sur le capteur et avoir cet effet 3D en permanence. C'est ce que signifie le terme bokeh d'ailleurs, qui Ouais. est un terme japonais. Donc, il y a la notion de flou qui est importante, qu'elle soit à l'arrière-plan ou à l'avant-plan d'ailleurs. On Ouais. peut jouer à tous Ah les oui. niveaux et avoir ce que tu désignes comme un effet 3D, mais qui est très parlant. Ouais. Et c'est ça qui est génial moi, c'est ce que je préfère dans la photo de rue, c'est de isoler la personne, en fait. De créer ces petits bokeh. Alors, quand il y a des arbres, c'est encore mieux. Quand il y a des scènes de rue derrière, c'est encore mieux parce que ça virevolte dans tous les sens. C'est génial parce que ça recompose une autre photo dans la photo, quoi. Et on va rappeler quand même, peut-être pour nos auditeurs les plus novices, qu'il faut faire une petite mécanique intellectuelle, puisque on dit qu'un objectif est lumineux quand sa valeur d'ouverture maximale est la plus petite possible, et donc son diaphragme le plus ouvert, c'est-à-dire qu'il laisse passer un maximum de lumière. Sur cette notion de profondeur de champ et de bokeh, donc il y a évidemment un impact par l'ouverture de l'objectif, mais pas que. Est-ce que Sylvain, tu peux nous parler des autres paramètres qui vont jouer sur ce fameux flou d'arrière-plan? Oui, effectivement. Donc, il y a toute la taille de la focale. Donc, plus la focale est grande, à ouverture équivalente, plus la démarcation, ce qu'on appelle le bokeh, le flou d'arrière-plan, va être prononcé. Et il y a aussi effectivement la taille du capteur, qu'on soit sur un micro 4 tiers, APS-C ou plein format ou moyen format. L'impact de la taille et de l'ouverture va être différente aussi. Et la distance par rapport au sujet. Et c'est Ça, ça. c'est un élément C'est qui est ça. aussi vachement important, qui permet parfois d'obtenir des bokehs surprenants avec des optiques pas forcément super lumineuses en plus. Ouais, la distance de mise au point. Et puis, même si on pousse ce raisonnement-là encore un peu plus loin, Benjamin, on peut aussi rentrer la notion finalement de distance entre le sujet et son arrière-plan. C'est sûr que si on fait une photo de quelqu'un assis sur une chaise juste derrière un mur, on n'aura pas du tout le même rendu que si l'arrière-plan est positionné à 4, 5, 10, 20 mètres, voire même complètement l'infini. Alors, quand on décide de se faire plaisir avec un objectif type bokeh master, tu l'as évoqué, Ghislain l'a évoqué, la notion de focale est hyper importante. Il ne faut pas regarder uniquement la valeur d'ouverture maximale. Ce qui fait que finalement, des objectifs à portrait, considérés comme des bokeh master, on va trouver des 85 mm 1.4, mais aussi des 135 mm 1.8. Entre les deux, c'est lequel qui procure
le bokeh le plus impressionnant d'expérience? Qui sont les photographes qui vont opter pour un 85 mm et les autres qui vont opter pour un 135 mm? Alors, c'est surtout une question de goût et de préférence sur la focale, parce que chaque focale a une déformation, entre guillemets, particulière. Un 85 n'aura pas la même réaction sur la déformation sur les visages qu'un 135. C'est une question de goût. J'ai des clients qui préfèrent effectivement le 135 et d'autres qui préfèrent le traditionnel 85 pour le portrait. Et sans rappeler que des photographes de portrait comme Steve McCurry utilisaient aussi un 105 mm. Donc c'est F2.5 d'il y a 40 ans, comme disait Gislain. Un truc Effectivement. macro? C'était un truc Non, macro? pas du tout. Non. Ok. C'est une optique magnifique AIS, donc les gammes Nikkor argentiques, et qui s'inscrit un petit peu dans le même signature, on peut dire, que ce que décrivait Gislain avec son 300 mm f2, qui est remarquable, et c'est un 105 mm f2.5, notamment le portrait de la jeune fille afghane célèbre, pris par McCurry, il a été avec cette optique-là. Comment tu les utilises, toi, Jérôme, les ultra grandes ouvertures dans ton approche? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de finalement ce que tu cherches avec ces paramètres-là, hormis ce fameux effet 3D? Rentre plus dans le détail. En fait, c'est de créer des images un peu surprenantes avec une esthétique qui va se différencier des autres photos de rue qui ouvre à F20, à F16, donc tout est net à tous les plans. Donc c'est plus sur le global de la photo qui va créer une ambiance. Moi, c'est plus dans tous les petits éléments qui vont se rajouter et qui vont créer cette différence à la photo, en fait. Est-ce que ça veut dire que tu photographies tout le temps à pleine ouverture? Je suis tout le temps à pleine ouverture. Oui, j'adore ça, en fait. C'est rare quand j'utilise la F8, sauf quand je fais de l'argentique, parce que là, c'est d'autres problématiques de lumière qui viennent sur la péloche. Mais avec le numérique, c'est rare quand je descends à F2.8. Et ça t'est venu comme ça, ou c'est juste que tu t'es dit, tiens, je vais me démarquer de Non. cette manière? J'ai toujours aimé, en fait. Même avec le premier Nikon que j'avais, le F2, avec un 50 dessus, il était tout le temps à pleine ouverture, en fait. Et j'adore. C'est tout ce petit bokeh crème, enfin, c'est toute cette situation, mais quitte à même mettre des bagues à longe pour avoir des optiques, pour faire vraiment shooter à 20 cm, pour créer tout ce Bollywood dans le bokeh, en fait. Et là, c'est très marrant parce que tu viens d'utiliser l'adjectif crémeux, et on peut rivaliser d'adjectifs aussi, hein, pour décrire le bokeh souvent. Il y a même, tourbillon. il y a le tourbillon, il y a TT Artisan qui propose un bokeh savonneux. Oui. 100 mm f2.8, c'est marrant à quel Moi, point. j'aime bien crémeux. Ouais. Et moi, j'ai pas mal de clients jeunes en ce moment qui viennent me voir en me demandant des bokehs tournants, comme pouvaient le proposer les optiques soviétiques, Helios. Ouais. Je pense que ça revient, ces optiques qui avaient tendance à avoir des déformations à l'époque, qui étaient considérées comme, entre guillemets, pas bonnes, aujourd'hui sont plutôt réputées. Oui, l'homographie fournissait tout un kit avec plein de diaphragmes différents qu'on pouvait insérer dans l'optique, obtenir des effets de bokeh avec des étoiles. Alors, Jérôme, tu nous as parlé de ta sensibilité finalement à ce flou d'arrière-plan, mais quand on travaille justement avec ces ultra grandes ouvertures, il y a aussi les notions de transition du flou vers le net, donc avant le plan de mise au point, et du net vers le flou après le plan de mise au point. Est-ce que tu composes aussi avec ces transitions, et est-ce que tu essayes de les sculpter, de les apprivoiser? Alors, surtout pour le portrait, je pense que c'est très intéressant de fixer son point de focus, par exemple sur une rétine. Et après, avec les grandes ouvertures, typiquement le 0,95 Noctilux de chez Leica, ça va créer une transition tout en douceur sur le reste du visage. Donc, il va avoir une espèce de... C'est smooth. En fait, c'est pas saccadé, c'est tout en douceur, en fait, le crémeux. Et du coup, ça permet de composer autre chose. Pareil avec l'optique Sigma, le 1.2 Art en 35 mm. Même s'il n'est pas fait pour faire du portrait, c'est quand même cool parce que ça crée un truc un peu différent du 50 ou du 90 ou du 85. Et ça permet de composer différemment, en fait.
Mais t'as jamais de mauvaise surprise en termes de mise au point quand tu bosses à 0,95 au Leica? Si. Parce que- Si, tout le temps, même, En j'ai fait, envie de Parce te que là, dire. on vend du rêve entre guillemets, c'est-à-dire Non. tu vois les bokeh crémeux, tout ça, et La on mise au on se point le figure manuel bien. à 0,95, c'est coton. Alors, ouais, c'est sportif. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le prendre en main, en fait. Donc, c'est très compliqué. On fait beaucoup de photos floues. On n'est jamais content, mais quand on a la photo, c'est génial. C'est ça, en fait. Mais même avec le Sigma 1.2, il n'est pas supra-net. Enfin, il n'a pas piqué de fou comme toutes les optiques modernes à l'heure actuelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle est un peu, pas molle, mais un peu moins piquée. Oui, mais le signature, le charme du Mais bokeh, c'est justement ça qui est intéressant. Oui, tout l'intérêt est là. Ouais. Et rappelons quand même qu'une photo pas forcément nette n'est pas Ah non, mais ça, forcément ratée. ça, je suis tout à fait d'accord. Il vaut mieux en faire une belle qui n'est pas nette que plein qui sont nettes et qui ne servent pas à grand-chose, en fait. Et du coup, quand on ouvre à pleine ouverture, donc, on est un peu moins piqué, on est un peu plus mou dans la photo, mais ça crée un univers qui est un peu différent, en fait. Parce que même si le visage il n'est pas tout à fait net, même si machin, si la photo dans sa composition globale est belle, ça fait une belle photo, en fait. Alors, pour compléter un peu ton explication, on va écouter le témoignage d'un photographe qu'on connaît bien. Il ne faut pas pousser les ISO, un photographe de plateau qui s'appelle Christophe Brachet, ambassadeur Sony, et qui nous parle de son usage, lui, de ces ultra grandes ouvertures sur les plateaux de cinéma. Alors moi, ce qui est assez intéressant dans mon métier, c'est que finalement, je vais mettre en valeur les acteurs avant tout et le décor, on va dire, dans un second plan. Et ce qui va me permettre, avec ces grandes ouvertures, que le décor, on va y attacher un tout petit peu moins d'importance, même s'il a une importance capitale dans l'image, mais on va s'intéresser avant tout à l'émotion de l'acteur que je vais photographier. Donc le fait d'avoir des très bonnes ouvertures, moi, ce qui va m'aider dans mon travail, en tout cas, c'est de détacher l'acteur dans ma profondeur de champ sur l'endroit où je vais être. Au début de ma carrière, j'étais donc sur des téléobjectifs parce que j'avais besoin de polyvalence. Et au fur et à mesure des années, en fait, j'ai voulu aussi amener à mes photos une touche où les acteurs se détachaient encore plus. Et donc forcément, j'étais un petit peu battu parce qu'à l'époque, on faisait pas les téléobjectifs qu'on commence à faire effectivement maintenant avec de très bonnes ouvertures. Et donc, je suis passé que sur de la focale fixe. Et maintenant, mon sac photo, je n'ai que des focales fixes. Moi, toutes mes focales donc, sont entre 1,2 pour ce 50 mm, 1,4 avec le 35, le 50, le 85, j'ai Master Mark II, et un 8 avec le 135 que j'utilise beaucoup, le 14 aussi que j'aime beaucoup, ouverture 1,8. Et donc voilà, donc c'est vrai que je les utilise quasiment toutes à chaque fois à pleine ouverture. Là où en plus les chefs opérateurs au cinéma ont tendance à utiliser ces pleines ouvertures. Donc si je veux avoir aussi quelque chose de très cinématographique, la pleine ouverture peut m'amener ça. Même si on ne l'utilise pas tout le temps, bien évidemment, mais par moment, en tout cas, elle est hyper importante. Mais ça peut m'arriver comme là récemment, sur le tournage sur lequel je suis. Donc en ce moment, je suis en tournage avec Guillaume Canet, Marion Cotillard et Denis Ménochet, où j'avais mes deux personnages et ils n'étaient pas sur une même ligne. Donc, je me suis permis de me mettre à 2,8, 3,2, 4, ce qui est très rare chez moi. Mais j'avais aussi un besoin, par exemple, sur une photo un peu particulière de Denis Ménochet, où il y avait un aigle qui était très beau derrière lui dans le décor, de pouvoir faire ressortir l'aigle derrière. Donc c'est là où, de temps en temps, exceptionnellement, je me permets de jouer aussi sur ce décor en arrière-plan et de le faire un tout petit peu plus apparaître, et donc de jouer sur mes ouvertures. C'est ça, Sylvain, que les gens ils viennent chercher en magasin, les photographes et les vidéastes, quand ils veulent investir dans un objectif à très grande ouverture, ce fameux effet 3D dont on parle depuis un moment maintenant, où ils sont plus dans une logique de se dire, ok, qui peut le plus peut le moins. Si j'ai un objectif ultra lumineux, je pourrais faire ça, mais je pourrais aussi faire le reste. Oui, donc les clients qui viennent dans notre boutique, la plupart du temps, c'est pour des besoins de polyvalence. Effectivement, nous, on leur conseille généralement de prendre ce qui est le plus adapté à leurs besoins. Mais aujourd'hui, effectivement, une ouverture, un 50 mm qui est ouvert à 1.8 va avoir... c'est une optique qui est déjà assez lumineuse pour la plupart des besoins. Mais la plupart du temps, ils cherchent d'avoir un peu plus pour au cas où. Effectivement, si ça manque un peu de lumière, même si aujourd'hui les hybrides rattrapent énormément la montée en ISO qu'il ne pouvait pas y avoir à l'époque,
C'est toujours agréable d'avoir une belle optique, il faut un beau bokeh. Mais je leur conseille souvent de ne pas rester dans le piège de la très grande ouverture. Et effectivement, comme Christophe le disait, des fois, ne pas se priver de l'arrière-plan, ça peut être une bonne chose aussi, parce qu'il peut y avoir des belles choses en arrière-plan et ça peut permettre effectivement d'avoir un travail de scénographie qui est plus important que ce travail d'isolement du sujet. C'est deux travails qui sont différents, mais qui effectivement ont leur carte à jouer, quoi. Et tout dépend peut-être de l'intention qu'on a derrière aussi quand on fait une image à visée informative. Ça me rappelle Thalassa qui, dès le début, s'était emparé des 5D à l'époque et filmait tout à grande ouverture. Et du coup, les spectateurs comprenaient plus ce qu'ils voyaient parce qu'il y avait superbe flou, mais il n'y avait plus d'informations. Donc là, ce qu'il dit avec le sujet en arrière-plan qui l'oblige à fermer un petit peu à F4 pour garder l'élément un petit peu discernable, bah, on va distinguer quand même la photo informative de la photo purement créative, artistique, quoi. Voilà. Donc c'est bien, hein, qui peut le plus, peut le moins, mais peut-être qu'il faut avoir ça en tête. Si on fait tout à grande ouverture, peut-être parfois on va être déçu de plus voir sur l'image ce qu'on se figurait au moment de la prendre, quoi. Tout à fait. Puis il y a des compromis quand même à faire sur ce type d'objectifs, les fameux bokeh master, là, les 1.4, les 1.2, c'est des objectifs qui sont généralement plus lourds, plus encombrants, incommensurément plus chers aussi. Puis on peut se poser, tiens, la question des performances autofocus. Qu'est-ce que ça donne, par exemple, en vidéo, un bokeh master moderne à f1.2 en termes de suivi AF, ça tourne ou pas? Ah oui, hein, aujourd'hui, vous prenez un A7R5 avec un 51.2, on a un autofocus qui est tout à fait bon, surtout avec l'IA maintenant qu'on retrouve dans les boîtiers. Il y a beaucoup de lumière qui passe. Effectivement, comme c'est des optiques plus lourdes, on sent qu'effectivement, au niveau de la mise au point, ça peut des fois être un peu plus dur à faire pour l'optique, mais ça reste tout à fait performant aujourd'hui. Moi, j'ai pas ressenti trop de problèmes à ce niveau-là. Effectivement, sur des anciennes optiques, il y a des compromis. Je prends les 0,95 qui souffraient d'aberrations chromatiques surtout, de par la taille du verre et de par la conception. Mais aujourd'hui, en termes d'autofocus, j'ai pas vu énormément de contraintes par rapport à ça, si ce n'est le poids, qui est une véritable contrainte. Toi, quand tu utilises le Sigma 35 mm f1.2 par exemple, bon, outre le poids hein, dont on parle, C'est gros, oui. ouais, en termes d'AF, tu le gères comment? Des fois, le boîtier ne suit pas parce que il faut faire la mise au point rapidement sur un mouvement ou quelque chose comme ça. Oui, il est dans les choux au total, mais ça, je pense que c'est la plupart des appareils photo, globalement. Beaucoup, en tout cas. Mais comme moi, je fais plus de la photo, donc la street, mais un peu posée, un peu cadrée, je prépare tout, sauf sur le moment. Donc, ça souffre pas trop. Et des fois, je le débraye en manuel pour avoir ce plaisir, comme sur les anciennes optiques Leica ou autres. Même sur les optiques contemporaries, des fois, je les débraye parce que c'est quand même plus sympa de créer son autofocus soi-même pour être sûr d'avoir le point qu'on veut, quoi. Surtout que sur les contemporaries, il y a le plaisir de manipuler les bagues aussi, hein. Ah ouais, grave. Alors, le second intérêt d'un objectif à ultra grande ouverture qui nous vient en tête aussi, bah, c'est finalement la possibilité de travailler confortablement dans de faibles conditions lumineuses. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe Sylvain Gardère qui nous donne son point de vue sur le sujet. Je suis spécialisé en photographie de reportage, on va dire, au sens large. C'est-à-dire que je fais du reportage mariage ou du reportage pour les entreprises, par exemple des journées portes ouvertes ou des congrès ou ce type d'événements. Et sur ces reportages-là, j'aime travailler avec des optiques fixes qui vont être un 20 mm f1.4 ou un 50 mm f1.4 pour la plupart du temps. Et parfois, j'utilise un 135 mm, donc tous de la série Art de Sigma. Pour ma part, la grande ouverture, c'est important parce que moi, je considère que qui peut le plus peut le moins. Je ne suis pas un fan d'utilisation de grande ouverture, absolument. Mais par contre, il m'arrive régulièrement de travailler en intérieur. Ça va être le cas pour les églises dans les mariages ou pour les congrès. Et j'aime l'idée de ne pas trop monter haut en ISO ou de devoir d'augmenter mon temps de pause.
Donc, je préfère avoir des objectifs qui sont capables d'ouvrir au maximum. Je me rends bien compte au fil des évolutions des appareils photo que la montée en ISO est de mieux en mieux gérée et que ça nous permettrait d'avoir des objectifs qui auraient une ouverture de diaph qui serait moins importante et donc aussi des objectifs qui seraient plus légers à utiliser, moins imposants. Ceci étant, l'ISO, je trouve que la montée en ISO, je trouve qu'elle est bien gérée sur les photos contrastées, mais quand on se retrouve à avoir des photos qui sont dans des conditions lumineuses un peu compliquées, comme des contre-jours en basse lumière, ou des photos peu contrastées en basse lumière, à ce moment-là, je trouve que la montée en ISO n'est plus aussi efficace qu'elle est dans des situations contrastées. Et là, je préfère carrément pouvoir ouvrir mon diaphragme plutôt que monter les ISO. Et par ailleurs, oui, la stabilisation des optiques ou des capteurs peut aider, mais en situation de reportage, si on a du flou de mouvement de nos personnages, alors ça peut être intéressant de temps en temps, mais pas toujours. Donc on est quand même limité par ça en situation de reportage. Ouais, c'est vrai qu'on peut quand même se demander si ça a encore du sens, cet argument-là. Aujourd'hui, on a des boîtiers ultra performants en termes de montée ISO, où on peut tranquillement, sans trop de soucis, faire des images à 6400, 12800, 25600 ISO même, tout ça couplé à des stabilisations capteurs toujours plus performantes. Je crois que certains constructeurs annoncent jusqu'à 7 IL de compensation. Plus que ça même. Plus que ça même. Bon, Sylvain, est-ce que l'ultra grande ouverture a encore du sens de ce point de vue-là? Bien sûr, elle a toujours un sens. De par là, encore une fois, c'est une question de polyvalence et de qui peut le plus, peut le moins. Aujourd'hui, et c'est aussi des optiques qui font rêver. C'est pour ça que les gens le choisissent surtout, choisissent des objectifs à grande ouverture. L'isolation de l'arrière-plan, il n'y a pas qu'une question de lumière, c'est ce qu'on disait au tout début de l'émission, c'est qu'il y a effectivement l'isolation du sujet qui rentre en compte et la possibilité de tout faire avec. Mais tout à fait. Et je pense qu'il faut en revenir aussi au plaisir d'usage de ces optiques-là. On a parlé tout à l'heure des bagues, des Sigma Eye Contemporary, par exemple. C'est valable pour les optiques Nikon, Nikkor AIS des années 70-80. C'est un truc ultra important. À un moment où on va prendre une certaine optique, ou peut-être le TT Artisan bulle de savon, dont je parlais tout à l'heure, on sait qu'on va faire des images un peu singulières, différentes. On va pouvoir aussi isoler un sujet, mais avec, du coup, ce rendu, cette patte un petit peu particulière qui peut, à elle-même, justifier le fait de prendre ce matériel et faire une photo, quoi. Ouais, tout à fait d'accord. Dans le cadre d'utilisation des faibles conditions lumineuses, il y a quand même une discipline où, pour le coup, on va aller chercher au maximum les ultra grandes ouvertures. C'est l'astrophotographie, donc la photographie du ciel et des étoiles. Bon, évidemment, quand on pense astro, on pense grand angle, on pense focale fixe, on pense rotule équatoriale. Et si on regarde par exemple... On pense à Thierry Legault, on qu'on pense avait à reçu Thierry ici, Legault, formidable évidemment. dans cette discipline. Et quand on regarde par exemple le catalogue de Sigma, c'est assez barjot finalement le nombre de focales fixes en gamme Art à 1.4 qui propose en ultra grand angle. On a un 14 mm f1.4, un 15 mm f1.4 dénommé diagonale fisheye, un 20 mm 1.4 et même un 24 mm 1.4. Comment on choisit finalement la bonne focale en astro? Et juste, je compléterai en disant que Sony vient de sortir un intéressant 16 mm f1.8 aussi. Très compact, très sympathique. Et très bon aussi. Donc, comment on choisit? En fait, pour faire de l'astrophoto, c'est le temps. Alors, peut-être que j'ai une bêtise, hein, mais c'est le temps par rapport à la distance focale qui va être déterminante. Parce qu'effectivement, si on n'a pas de monture équatoriale, plus j'ai une optique longue, moins je vais pouvoir exposer ma photo. Ce qui paraît logique. Effectivement, puisque la Terre tourne,
Et du coup, si on veut pas avoir cet effet nuit étoilée d'étoiles filantes, Qui peut être très sympa au demeurant. qui peut être très sympa au demeurant, pour avoir tout ce côté voie lactée que les photographes cherchent énormément, on va utiliser une focale qui est de plus en plus courte pour pouvoir avoir le maximum de temps d'exposition. Donc la plupart du temps, c'est du 14, du 12 mm. Mais effectivement, chez Sigma, il y a un très bon 14 1.4 qui, pour de l'astrophoto, est pour moi une des meilleures optiques aujourd'hui, quoi. Tu l'as déjà testé Pas du tout. C'est pas une focale qui m'intéresse en fait. Ah bah, pour de la street, t'imagines tout ce que tu pourrais rentrer comme scène de vie là-dedans quand même. J'ai testé le 20 mm, mais Oh, c'est trop grand temps pour toi, ça. C'était beaucoup au trop 35. grand. Ouais, moi, je préfère le 35 ou le 50 qui est parfait, quoi. Et pour réussir à voir dans le noir, c'est une façon de parler évidemment, hein, est-ce qu'il existe des objectifs qui ouvrent encore plus que f1.2 ? Oui. Il y a le Noctilux de chez Leica. Alors, à part celui-là, qui est quand même un peu cher. à part, Sylvain, si on veut aller au-delà du f1.2, à quoi on a accès ? Alors aujourd'hui, on va avoir accès donc effectivement au Noctilux Leica, on va avoir accès au Nikon Noct 0.95 qui a la contrainte d'être en manuel du coup. On n'a pas d'autofocus, dû par le fait que l'optique est déjà assez volumineuse. Puis à l'époque, on avait les fameux Zeiss, les 0.95 qui étaient faits pour la NASA ou dans le film de Kubrick qui avait besoin d'éclairer uniquement à la bougie. Ouais, mais ça, tu les vends pas en magasin, ceux-là. Ça arrive d'en avoir d'occasion. C'est vrai ? Non, j'en ai jamais vu. Mais les Leica, effectivement, on en voit souvent passer. Il y a des artisans qui font ce genre d'optique aussi, mais qui ont la contrainte, effectivement, d'avoir beaucoup d'aberrations chromatiques. Et, Il y a un Fujinon en APS-C qui ouvre à 1. Oui, 50 mm. 50, oui, effectivement. 50. Ouais, en mise au point manuel, on a aussi des petites séries de focales fixes chez Laowa dans la gamme Argus. Et j'ai vu passer il y a quelques jours une nouvelle série aussi F0.95 chez Voigtlander. Ça va te parler, Jérôme, pour la monture M de chez Leica. Bon. Les focales fixes, c'est bokeh master. C'est souvent des objectifs très chers, voire totalement inabordables pour la majorité des photographes et des vidéastes. Si on prend l'exemple, Sylvain, d'un 50 mm, qu'est-ce qui s'offre à nous en termes de focales fixes à grande ouverture et de prix sur le marché ? Alors, on va du classique 50 mm 1.8 qui coûte dans les 200, voire chez Nikon un peu plus, à des 50 0.95 inabordables chez Nikon. Donc, il y a toute une gamme, 50 mm qui va avoir donc le 0.95. On va avoir le 50 f1 de chez Fuji. On va avoir le 51.2 qui a plus de 3 000 €, le 51.4 dans les 2 500 €, il me semble, quelque chose comme ça. Et on a toute une gamme comme ça. Mais effectivement, comme tout à l'heure, on parlait aussi des grandes ouvertures. Par rapport à la taille de la focale, on a aussi donc les 135, le 135 Nikon qui est aux alentours des 3 000 €, le 135 Sony qui est autour des 2 000. Et on a aussi donc les grands téléobjectifs qui permettent aussi de séparer le sujet, comme les 600 mm f4, les 400 2.8. C'est des objectifs qui sont très chers, mais qui permettent de faire rêver toujours autant de personnes. Alors, si pour la majorité des constructeurs, la montée en gamme des focales fixes se fait généralement dans le sens des ouvertures maximales, autrement dit, plus l'objectif est lumineux, plus il est cher, c'est presque toujours le cas. Nikon, pour ne pas le citer, a une approche un petit peu différente, puisque sa gamme S professionnelle, en termes de focale fixe, propose généralement une ouverture de 1.8 maximale, qui est finalement plus chère que la récente série standard de focale fixe qui ouvre à 1.4. Alors, ils ont évidemment sur certaines focales aussi des versions 1.2, mais globalement,
une focale fixe 1.4 chez Nikon est moins chère qu'une focale fixe 1.8 professionnelle en gamme S. On vous propose d'écouter le témoignage d'Alexandre Canguilhem de Camara Brive qui tente de nous éclairer sur le sujet. Je pense que Nikon a voulu frapper un grand coup et surtout se différencier en créant une gamme f1.4 qui soit un peu plus grand public que leur gamme 1.8. Les gens qui vont chercher à s'équiper en matériel vont voir en fait que chez Nikon, ils vont avoir un 1.4 qui est accessible, là où chez Sony ou Canon ou Fuji ou des choses comme ça, on va se retrouver avec des prix assez élevés sur du f1.4. Donc je pense qu'ils vont récupérer un petit peu de clientèle par rapport à ce produit d'appel. Par contre, à partir du moment où on a des 1.8, je vois pas comment on peut justifier de mettre des 1.4 plus entrée de gamme que des 1.8. Voilà, c'est ça qui perturbe pas mal de monde et nous les premiers en magasin. Beaucoup de Nikonistes voient aussi par rapport à la qualité d'optique, vu que les gens ont des Z7 II, des Z8 avec des capteurs qui sont très pixelisés. On va prendre le cas par exemple du Z8 qui a plus de 40 millions de pixels. Des gens vont vouloir forcément ce qui se fait de mieux et des optiques qui sont en accord avec la qualité du capteur. Et pour ça, malheureusement pour la logique en fait de la gamme, c'est forcément les gammes S, donc les gammes professionnelles qui vont être le plus performantes sur ce type de capteur. Et forcément un 1.8 en S sera forcément plus qualitatif qu'un 1.4 qui lui est vraiment badgé, donc non S, donc vraiment plutôt une optique entrée de gamme. Ça en fait pas une mauvaise optique. Par contre, c'est sûr que sur un capteur qui est ultra performant et ultra défini, en fait, on verra assez vite les limites sur les 1.4 grand public, alors que le f1.8 qui est ciblé S, lui aura largement la possibilité d'amener toute la définition possible en fait d'un capteur aussi pixelisé. Et il s'en sort bien, je trouve. Finalement, sur l'explication, Sylvain, ça doit être un enfer à expliquer en magasin la montée en gamme des focales fixes chez Nikon. C'est pas facile, surtout pour les gens qui ont vendu le 50 mm 1.8 pour acheter le 1.4. Beaucoup reviennent pour reprendre leur 1.8 parce que effectivement, c'est historiquement parlant, une optique 1.8 était moins bonne qu'une optique 1.4. Mais aujourd'hui, Nikon a un peu changé ce concept-là. Et on se retrouve avec des optiques qui sont effectivement entre guillemets, de moins bonne qualité, qui tiennent moins les 45 millions de pixels sur les optiques 1.4 que les optiques 1.8. Et aussi, en termes d'autofocus, sont moins rapides. Et de construction un peu moins qualitative aussi. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est toute la nuance sur ces optiques-là, c'est qu'effectivement, on peut se faire plaisir avec un 1.4 pour moins cher, mais par contre, avec la contrainte d'avoir une optique qui est moins rapide, moins qualitative, donc moins piquée, et moins bien construite sur toute cette gamme-là, quoi. Alors pour le coup, chez Sigma, c'est quand même un peu plus simple et logique. Donc on a la gamme Contemporary, qu'on apprécie beaucoup, parce qu'elle a un niveau de finition métallique avec des petites bagues. Alors c'est les e-Contemporary. Oui, ça va, e-Contemporary. Parce que les Contemporary, il y en a beaucoup. Oui. Non, mais là, je parle des focales fixes lumineuses, là, qui tournent grosso modo autour de f2 en ouverture maximale. Ensuite, on a les séries Art. C'est pas compliqué, c'est 1.4 ou 1.8 selon les cas. Et sur certaines focales particulières, il y a du 1.4 et il y a même du 1.2. Donc là, grosso modo, la montée en gamme est quand même un peu plus logique. Mais, objectivement, Jérôme, est-ce que visuellement, on est capable d'apprécier une différence entre une photo prise à 2, à 1.4 ou à 1.2 ? Oui. Mais pas tout le monde ne va pas le voir, en fait. C'est surtout l'utilisateur qui va comprendre sa photo, qui va voir que s'il a ouvert un 1.4, ça va être beaucoup plus flou, crémeux, etc. À f2, ça va être un peu plus net, tout en gardant des flous quand même derrière. Parce que c'est Disons plutôt un 8. Un 8, un 4. Est-ce que vraiment il y a une différence ? Parce que c'est souvent là que se pose le débat. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de différence, en fait. Ça va être... Dans le noir, peut-être, ouais. Si on fait des photos de nuit dans la rue, tout ça, oui. Tu vas avoir une différence parce que ça va être un peu moins lumineux, il va y avoir un peu moins de bokeh, il va y avoir un peu moins de
de côté joyeux dans la photo. Mais non, je pense pas qu'on voit vraiment la différence. Entre R1.4 et R2, oui. Parce que, Non, mais je suis assez d'accord. mais ça va être vraiment subtil. C'est vraiment pour ceux qui vraiment veulent faire plaisir en disant ouais, t'as vu là, machin, truc. Ouais, bon. Bon, alors, du coup, la question fatidique, ça vaut le coup d'investir dans du 1.4 quand finalement le 1.8 ou le 2 fait le taf. Oui. Elle est dure, celle-là. Bah, elle n'est pas facile dans le sens où, en fait, ça dépend vraiment de l'utilisateur. Aujourd'hui, encore une fois, on peut travailler avec une optique en f2, mais ça dépend des conditions. Effectivement, en condition, par exemple, dans une église, ou pour isoler un sujet d'une certaine manière, ou pour avoir cet effet waouh du bokeh, ça vaut le coup. Et donc c'est pour ça que toutes les marques aujourd'hui sortent ces espèces de gros zooms aussi qui comprennent plusieurs optiques fixes à l'intérieur, parce que ça permet toujours de rendre une photo un peu plus belle, un peu plus impressionnante. Oui, puis au-delà de l'esthétisme, enfin, dans leurs témoignages, Christophe puis Sylvain l'ont signalé aussi, il y a parfois préserver la montée en ISO, tout simplement. Ça peut être une raison aussi suffisante d'opter pour une optique un poil plus lumineuse, ne serait-ce que pour ça, dans des conditions intérieures dans une église ou sur un plateau de tournage. Puis il y a la notion aussi un peu de la qualité optique et du piqué, justement, à cette pleine ouverture. Moi, je me souviens que des focales fixes ultra haut de gamme, de l'Air, du réflexe, que ce soit la série L chez Canon ou les optiques professionnelles chez Nikon, très lumineuses, très bon au centre, à la pleine ouverture, mais dès qu'on s'éloigne du centre, on commence à avoir quand même un piqué qui baisse en chute libre. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui sur des optiques modernes, des f1.2, des f1.4, de cette qualité optique, de ce piqué, de cette homogénéité à la pleine ouverture, selon vous? Si on nommait les 50 1.4 de chez Nikon, la plupart du temps, plus on descend effectivement sur les grandes ouvertures, moins le piqué sera bon. Et quand on commence à fermer l'optique, on a ce qu'on appelle le meilleur du piqué de l'image généralement sur des optiques qui ouvrent à 1.4. On est très bon on peut être très bon à 1.4, excellent sur un 8 et piqué maximum à 2.8. C'est pareil pour une optique qui ouvre à 2.8. Généralement, on a le maximum du bokeh, enfin le maximum du piqué, pardon, sur du f4, f5.6. Toi qui es utilisateur des Hasselblad, moyen format, on en profite du coup parce que c'est finalement assez rare. Il y a une expérience et une sensibilité particulière avec le bokeh, avec ces grands capteurs. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Oui, alors moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement, il y a cette notion de déformation. Pour avoir l'équivalent, on va dire, d'un 28 mm, un 28 mm de base va avoir tendance à déformer un peu l'image. Là, par exemple, moi je photographie beaucoup avec un 38. Le 38 va ne pas avoir de déformation, il va avoir la déformation d'un 38. Mais effectivement, je vais avoir l'angle de vue quelque chose qui serait aux alentours de 28-30. Et donc, je garde ma déformation d'un 35 avec le flou d'arrière-plan, on va dire, d'un 35 classique, mais qui va être élargi à une vision d'un 30-28. Il y a un côté un peu waouh qu'on ne retrouve pas sur du plein format ou sur de la PSC, qui, moi, me touche énormément et qui me permet de faire des photos comme je les aime. Après, on n'est pas obligé d'avoir effectivement un Hasselblad ou un Leica pour faire de belles photos. Non, et d'ailleurs, on n'a pas parlé des petits capteurs, ou du moins très peu, mais le bokeh n'est pas l'apanage du plein format. On peut en avoir en micro 4 tiers, on peut en avoir en APS-C, a fortiori avec les gammes JFX de Fuji, parce que là on parle de la Hasselblad, mais pour avoir essayé le 55 mm 1.7 chez Fuji sur du JFX 100S2, l'effet bokeh est plutôt sympathique aussi et peut-être plus abordable. Donc, mais c'est bien de rappeler qu'on peut se faire plaisir. Chez OM System, il y a des optiques qui ouvrent à 1.2. Il y a même un 12-40 qui ouvre à 2.8, mais avec une mise au point minimale sur toute la plage focale de 20 cm qui permet d'obtenir des bokehs plutôt convaincants. Donc n'allez pas croire que c'est uniquement le plein format qui va vous permettre d'émerveiller par le bokeh.
Surtout pas. En fait, ce qui compte au final, c'est la photo, peu importe le matériel qui est derrière, en fait. Pour terminer, un petit mot quand même sur ces nouveaux zooms ultra lumineux, dont alors, f2 constant ou f1.8 constant même chez Sigma. La promesse, c'est un peu de se dire, OK, avec un zoom, je vais pouvoir remplacer une série de focales fixes haut de gamme. Alors, je me suis amusé à faire un petit calcul. Finalement, ce 50-150 mm f2 G Master là, qui vient d'être annoncé à 4 400 €, ça fait complètement délirer ce prix-là. Mais si on compare finalement avec la somme du prix que coûterait un 50 mm 1.4, un 85 mm 1.4 et un 135 mm 1.8, évidemment, on n'est pas tout à fait sur les mêmes ouvertures, mais on est plus cher avec les focales fixes, parce qu'on arriverait à 5 300 €. Et j'ai fait le même petit calcul avec le 28-45 mm f1.8 de chez Sigma, qui est peut-être probablement le zoom ultra grande ouverture le plus impressionnant qui ait jamais été fait. Ça vaut 1 500 €. Et si on rapporte au prix d'un 24 f2, d'un 35 f2 et d'un 50 f2 en gamme Contemporary, Benjamin, on obtient quand même C'est important. quasiment 500 €, 500 € d'écart. Ils trouvent leur public, Sylvain, ces nouveaux zooms là à ultra grande ouverture? Oui, alors effectivement, aujourd'hui, on est quand même dans une recherche de compacité, donc beaucoup de gens viennent nous voir pour avoir l'appareil photo le plus compact et le plus performant qui puisse exister, le meilleur rapport entre les deux. Mais ils retrouvent quand même leur clientèle. C'est des zooms qui vont généralement servir à des photographes de mariage, des photographes de mode, des photographes de shooting, des gens qui effectivement ont besoin d'une polyvalence à toute épreuve, quitte à effectivement avoir des optiques un peu plus lourdes que ce que la plupart des gens cherchent aujourd'hui. Tu serais tenté, Jérôme, par un truc comme ça un jour? Non. Non. C'était franc. Eh ben, on va conclure là-dessus. Merci Sylvain, merci Jérôme.